Fond de Latte. Je vous raconte l'enquête sur le meurtre en 2012 dans la région de Pamiers en Ariège du jeune Kevin Sellier, 19 ans. Dans cette histoire, vous trouverez une copine capable de tuer pour 400 balles et un satanas gothique qui éventrerait des chats. Une histoire que nous débrieferons tout à l'heure avec l'avocat général qui a porté l'accusation au procès en appel à Toulouse, Philippe Renzi. J'ai écrit cette histoire avec Thomas Audouard, réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Fond de Latte. Je vous emmène ramasser des champignons en forêt, en Ariège, à Vic-des-Sauces, dans la région de Pamiers. La scène se déroule un matin de printemps 2012, le 11 mai. Un ramasseur de champignons se promène avec son clébard, il espère trouver des morilles. Et donc il scrute le sous-bois. Et soudain, le kleps se met à gratter la terre. « Oh, qu'est-ce que tu as ?» Le chien creuse, et apparaît un crâne. Un crâne humain ou animal, difficile à dire. Mais ça ressemble bien à un crâne humain. Alors le gars avertit les gendarmes. Les gendarmes arrivent, ils inspectent le périmètre autour du crâne. Et regarde ce que j'ai trouvé. Des baskets. Une paire de baskets à demi enterrées. Et après, ils élargissent le périmètre et sous des branchages, ils tombent sur un squelette. Un squelette humain. Dessus, il n'y a plus une once de chair. Les insectes ont tout dévoré. Ce corps est là depuis longtemps. Arrivent les gars de la scientifique. En fait, il y a de la peau sur les os. De la peau collée. Le squelette est comme momifié. Impossible de dire si c'est un homme ou une femme. Pour le légiste, c'est pas du gâteau, hein, un corps dans cet état. Alors, première chose, il a été battu. Il y a des lésions sur le crâne, là. Vous voyez la mâchoire cassée et le nez cassé aussi. Et puis là, je pense que ce sont des coups de couteau. J'en compte 6 sur la tête, dans le dos. Je pense que ces deux-là, ont pu être mortels. Autre chose, vous voyez là, ce corps a été en partie brûlé. Je vais pas pouvoir compter sur la dentition pour l'identifier. Vous voyez, on lui a arraché les dents. Toutes les dents. Regardez. Et c'est pourtant bien la priorité, identifier le mort. On a retrouvé un seul signe distinctif, une bague à l'annulaire de la main droite. Dites-moi, docteur, d'après vous, c'est un homme ou c'est une femme? Ah, c'est un homme, hein. Les os sont caractéristiques. C'est un homme d'1,70 m, je dirais, de type caucasien. Quel âge? Entre 18 et 25 ans. Faute de mieux, les gendarmes se concentrent sur la bague. C'est une chevalière en vérité, un bijou de pacotille. Mais dessus, il y a un chiffre gravé, 18, et une lettre, K. Ça ne dit rien à personne. Mettons ça de côté. Il va falloir un mois entier pour identifier ce squelette. Grâce à l'ADN et un coup de peau. L'ADN du squelette match avec celui d'un individu enregistré au FNAEG, le fichier national des empreintes génétiques. Le mort s'appelle Kevin Sellier, 19 ans, un gars du coin. Il est porté disparu depuis un peu moins de 2 mois. Son oncle et sa tante qui l'ont élevé ont signalé sa disparition au commissariat le 24 mars dernier. Kevin vivait chez son oncle et sa tante, les Lafont, à Pamiers, c'est-à-dire à 50 km de Vic-des-Sauces, où le corps a été retrouvé. Les gendarmes viennent leur annoncer la sale nouvelle.
C'est comme si on leur annonçait la mort de leur fils. Ce sont eux qui l'ont élevé. Ses parents ne pouvaient pas s'en occuper. Alors ils nous l'ont confié. On l'a élevé comme notre fils. Dites-moi, on peut le voir? Non, je vous déconseille. Un mois plus tard, vous vous en doutez, le corps est très abîmé. Vous pouvez me parler de lui, de ce qu'il aimait, de ses amis. C'était un garçon adorable, un amoureux de la nature. Il aimait la pêche, aller aux champignons. Il était très travailleur aussi. Il avait une copine? Oui, il était amoureux, il nous l'avait présenté. Évidemment, pour que son ADN se soit retrouvé au fichier des empreintes génétiques, Kevin avait un passé, forcément. Le FNAEC recense les gens qui ont été soit condamnés, soit soupçonnés dans des affaires. Et donc Kevin Cellier était connu pour des vols à l'étalage et pour du trafic de chichons, de cannabis, mais attention, c'était pas Pablo Escobar. Des bricoles, quelques grammes, autant que dans la chambre de beaucoup d'ados de ce pays et de leurs parents. Cela dit, la drogue, ça ouvre une piste. Est-ce qu'il ne serait pas devenu un dealer plus chevronné? Du coup, est-ce que ça serait pas un règlement de compte lié à la drogue? Des dettes qu'il n'a pas pu payer. Les dealers du coin sont placés sur écoute. Bon, on est à Pamiers, en Ariège. C'est pas Chicago. Et quoi qu'il en soit, ça ne donne rien. La piste du règlement de compte sur trafic de dope est mise de côté. Intéressons-nous plutôt à ses amis. Les gendarmes identifient rapidement 2 de ses copines, Cindy et Laura. Elles vivent en colocation à Saverdun. Des fêtardes, chez qui beaucoup de jeunes du coin, dont Kevin, passent une partie de leur soirée. Ça fait 2 mois qu'on n'avait pas de nouvelles. Kevin, il disait souvent qu'il voulait partir vivre en Espagne. Alors comme on le voyait plus, on se disait il est parti là-bas, quoi. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? C'était le 20 mars. Le 20 mars. Soit 4 jours avant sa disparition. Au passage, elles ont une sacrée mémoire, les 2 souris. Elles ont sorti la date comme ça, sans hésiter. Et ça n'a pas échappé aux gendarmes, l'expérience. Enfin, quelqu'un qui vous sort une date comme ça, sans regarder son agenda. C'est en général quelqu'un qui a bien réfléchi à ce qu'il va dire. Les 2 gamines ont l'air de s'être concertées. Alors les gendarmes commencent à s'intéresser à ces 2 filles. Et ils s'aperçoivent que le 24 mars, le jour où Kevin a disparu, Cindy Pereira, était avec lui. Son téléphone borne à Vic-de-Sauce, le village où on a retrouvé le corps, à 16h23. Alors il se rencarte sur la donzelle. Elle n'a pas trop le profil d'une meurtrière. Elle a le bac, c'est tout. Et depuis elle travaille. Femme de ménage, babysitter, serveuse, des petits boulots. Et à côté de ça, elle accompagne souvent sa grand-mère à Lourdes, où elle s'occupe des handicapés. Est-ce que cette fille qui va à Lourdes a un quelconque rapport avec la mort de Kevin? Cindy Pereira est placée en garde à vue. Et je recommande vivement à la Sainte Vierge de Lourdes de se boucher les oreilles. Parce que c'est elle qui a tué Kevin. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. J'étais avec mon ami d'enfance, Johan. On est parti faire une randonnée. À Vic-de-Sauce. En partant, j'ai vu Kevin qui faisait du stop sur le bord de la route. Je le connaissais, je l'ai fait monter. On a roulé un peu. Et puis Johan, il m'a dit qu'il avait besoin de faire pipi. Il fallait que je m'arrête. Alors j'ai pris un chemin forestier. Et
puis Johan est descendu pour aller faire pipi. Et moi, je suis resté toute seule avec Kevin. Et Kevin, il m'a mis la main sur la cuisse. Il m'a dit, de toute façon, t'es bonne qu'à ça. Elle dit que là, elle a attrapé une pierre par terre et qu'elle lui a donné 3 coups sur le visage. Et que pour se défendre, lui, a attrapé un couteau qui traînait. Il me l'a planté dans le bras. Et il l'a laissé dedans. Et moi, je l'ai enlevé. Et j'ai commencé à lui donner des coups de couteau. Et voilà. Enfin, je l'ai tué. Mais je voulais pas, hein, c'est lui qui m'a agressé. Et votre ami, là, Johan, il est où pendant ce temps-là? Ben, il est en train de faire pipi. Il est revenu juste après. Ah ouais, gros pipi, hein. Des problèmes de prostate, peut-être, Johan? Si jeune, c'est assez rare. Admettons qu'elle l'ait tué toute seule. Quand Johan revient de son pipi, qu'est-ce qu'ils font? Ben, avec Johan, on a décidé de brûler le corps pour s'en débarrasser. Le brûler comment? Eh ben, j'avais une bouteille de White Spirit dans le coffre. Je m'en suis servi, quoi. Et qui met le feu? Moi. Et ensuite, Johan, il m'a aidé à recouvrir le corps de branches. Et l'arme? Le couteau? Ben, je l'ai jeté dans une poubelle. Avec le portable de Kevin. Ça se tient. Mais en allant sur place, sur les lieux du meurtre, les gendarmes se disent qu'il y a un truc qui cloche. Et même 2 ou 3 trucs qui clochent. On est à combien, là? On est à 70 mètres de la route, là. Maximum. Pourquoi est-ce qu'elle est allée si loin? L'autre voulait juste faire pipi. Il pouvait pas faire pipi à l'entrée du chemin? Autre chose. Elle dit qu'au début, elle a attrapé une pierre par terre pour le frapper. T'en vois des pierres, toi? J'en vois pas, moi. Hein. Cherche pas. Il n'y en a pas. Il n'y a que de la terre sur le sol. Et puis les gendarmes fouillent la voiture de Cindy. Elle a été nettoyée de fond en comble. Nickel, la bagnole. Pas un brin de poussière. Et dans le coffre, on trouve bien la bouteille de White Spirit. Et aussi des sacs poubelles. Des sacs poubelles dans le coffre. Remarquez, c'est possible, hein? Vous en avez, vous? Réponse de la Miss sur le sujet. Ben, vous savez, moi, ma voiture, c'est un peu ma maison. J'y stocke beaucoup d'objets dont je peux avoir besoin, quoi. Et vous y stockez des couteaux, aussi? Ben oui. Oui, je suis bricoleuse. Bricoleuse. Ou alors un assassin. Une fille qui a tué Kevin avec son copain Johan et qui est allée brûler son cadavre au fond d'une forêt. D'autant qu'à la fin de sa confession, la Miss en raconte une bien bonne. Et après vous être débarrassé du cadavre, qu'est-ce que vous avez fait? Eh ben, après j'ai eu la fringale. Alors avec Johan, on est allé au McDo, à Pamiers. Rongée par le remords. Elle dit qu'au McDo, elle a croisé sa tati et qu'elle a échangé quelques mots avec elle. Ben voilà. C'est fini, elle a tout dit, elle a tout raconté. Et vous avez noté le ton. Un détachement. Pas la queue d'une émotion. Elle pourrait lire l'annuaire, ça serait pareil. Un monstre froid. Et maintenant, qui avez-vous envie d'entendre? Johan. Johan Gamiochipi. C'est l'ami d'enfance de Cindy. Le voilà en garde à vue. Et finalement, ils ne se sont pas si concertés que ça, parce qu'il raconte une autre histoire. D'après lui, elle avait tout prémédité. Elle avait emporté exprès l'alcool à brûler. Et puis elle avait pris des bâches pour traîner le corps. Mais moi je ne le savais pas, ça. Je savais pas ce qu'elle allait faire. Si ça s'est passé comme ça, si elle voulait le tuer, pourquoi? Les gendarmes découvrent alors que les 2 amis se sont embrouillés récemment. Cindy
a emmené Kevin chez ses grands-parents. Et l'autre a barboté une enveloppe contenant 400 €. Et ça, Cindy, ça lui aurait mis la haine. Surtout qu'elle l'a vu arriver quelques jours plus tard avec des fringues neuves. Ça n'a fait que nourrir sa haine. En tout cas, c'est ce que dit Laura, la colocataire de Cindy. Mais ça lui est resté en travers de la gorge. Et elle m'a dit plusieurs fois, je vais le tuer. Elle aurait donc tué Kevin pour 400 €. Mais d'après Cindy, non. Il s'est passé autre chose, qu'elle finit par raconter aux gendarmes. C'était à peu près 15 jours avant. Un après-midi ou un début de soirée, je sais plus trop. Il y avait du monde à la maison, on faisait une fête. Et puis à un moment, je me suis senti pas bien. Alors je suis allé me coucher. Et là, j'ai fait comme un rêve érotique, si vous voulez. Et puis là, je me suis réveillé. Et Kevin, il était allongé sur moi. Il était en train de me pénétrer. Autrement dit, un viol. Elle dit qu'elle l'a repoussé, qu'elle s'est réfugiée dans la salle de bain, et que c'est là qu'elle a réalisé qu'elle venait d'être violée. Par Kevin. Un viol, on peut comprendre qu'elle l'ait tué. Aux assises, si Kevin l'a vraiment violée, elle pourra compter sur la compréhension des jurés, c'est sûr. Mais est-ce que c'est vrai ? Elle dit que ce soir-là, ils étaient 12 dans l'appartement. Personne n'a rien remarqué. Or, il n'y a qu'un seul WC dans cet appartement. Il est dans la salle de bain et pour y aller, il faut passer par la chambre. Or, elle dit que ce viol dans la chambre a duré longtemps. Or, dans la pièce d'à côté, il y avait des types, surtout des garçons, qui buvaient de la bière, canette après canette. Si vous avez déjà bu de la bière, vous savez ce que c'est, hein ? Au bout de 2 canettes, il faut vidanger. Et ce soir-là, personne n'a eu envie d'aller pisser. Personne n'a eu le besoin de traverser cette foutue chambre pour aller pisser. C'est un miracle. Ajoutez à cela que les gendarmes recueillent les confidences d'un ami de Kevin. Il s'appelle Chris. Je le connaissais bien, moi, Kevin. Il avait du respect pour les femmes, Kevin. Et puis il avait du respect pour Cindy. Il aurait jamais fait ça. Jamais. Ça vient s'ajouter au reste. Il y a un gros doute sur ce viol. Un gros doute. Quoi qu'il en soit, Cindy Pereira est mise en examen pour le meurtre de Kevin Sellier. Et elle est placée en détention provisoire à la maison d'arrêt de Seyss, près de Toulouse. À part ça, il n'y a pas quelque chose qui vous gêne dans le récit du meurtre ? Je sais, ça va faire un peu macho, mais cette histoire, c'est une fille qui tue un garçon. Une fille d'1,55 m qui prend le dessus sur un garçon d'1,70 m. Et elle y va, hein. 2 coups de pierre et 6 coups de couteau. Et puis, des vrais coups de couteau, hein. Puissants, profonds, bam! Rendez-vous compte, il y a des traces de couteau sur les os du squelette. Faut y aller! Alors est-ce que c'est vraiment elle qui a tué Kevin ? Ou est-ce que ça serait pas plutôt Johan, le garçon qui fait pipi très longtemps ? Parce que lui, il a le profil. 1,93 m, 95 kg, c'est le géant vert. Le teint blafard, les cheveux noirs corbeaux, un long manteau de cuir noir, des bagues à tous les doigts. C'est un gothique, Johan. Et à Pamiers dans l'Ariège, je vous le dis, il ne passe pas inaperçu. On en raconte des choses sur lui. Il serait sataniste. Il éventrerait des chats vivants. Il se vante aussi d'avoir déjà commis 3 meurtres à Colmar. Et il raconte à tout le monde qu'il est l'heureux propriétaire d'un scorpion égyptien. Il serait détenteur d'un grimoire magique qu'il tiendrait d'un héritage familial. Johan viendrait d'une longue lignée d'empoisonneurs. Joli profil, même si personne n'en croit un mot. C'est un mytho, Johan. Mais ce qui est sûr en revanche, c'est que son univers tourne autour de la mort. Alors,
Essayons de débrouiller les fils de la vie de ce Johan. L'habit ne fait pas le moine, vous le savez ça. Renseignement pris, figurez-vous que c'est un garçon très intelligent et même brillant. Il est en école d'ingénieur à Toulouse et interne au lycée Déodat de Séverac. Ses parents ne sont pas des empoisonneurs, ils sont tous les deux infirmiers psychiatriques. Johan fait de la musique, je vous dispense d'un extrait. Il aime la nature et la randonnée. Ses copains l'appellent l'intello. Comprenez qu'il n'est pas comme eux. Et du coup, il est un peu leur tête de turc. Et il semble que c'est pour ça qu'il est devenu gothique. Pour avoir l'air plus cool, moins intello. Mais tous disent qu'à un moment, il s'est mis à dégoiser. Il faisait tout pour qu'on le prenne pour un serial killer. Une semaine avant le meurtre de Kevin Sellier, il aurait dit à ses copains « Cindy, à mon anniversaire, elle va me faire un cadeau. Elle va tuer quelqu'un. Vous inquiétez pas, hein. Il vaut rien, le type. Et il a eu des problèmes avec la justice. » Eh oui, il a parlé, Johan. Beaucoup parlé. Il a dit à ses copains que son plan était un plan à la Dexter, vous savez, la série américaine qui met en scène un serial killer. Il a dit aussi qu'il avait acheté du matériel, des cordes et du white spirit. Et après le crime, il a raconté à ses copains qu'il avait eu son cadeau. Sur le moment, ils ne l'ont pas cru. Mais maintenant, là, face aux gendarmes, ils se disent « Oh, c'est dingue !» Il m'a dit qu'il avait endormi la victime avec un produit anesthésiant en arrivant sur le chemin forestier. Et il m'a dit aussi qu'il lui avait défoncé les dents à coups de marteau. Et puis, il a dit qu'il lui avait enlevé l'œil avec une petite cuillère. Le problème, c'est que Johan, interrogé là-dessus, nie tout. Il maintient que c'est Cindy qui a tout fait, que lui n'était que spectateur. Il ne reviendra jamais là-dessus. Les gendarmes réinterrogent Laura, la colocataire de Cindy. Et Laura leur raconte que récemment, Cindy s'est confiée à elle. Mais un soir, on regardait la télé avec Cindy. Elle avait pas l'air bien. Et quand je lui ai demandé ce qui allait pas, elle m'a dit que Kevin ne reviendrait pas. Parce qu'elle l'avait tué avec Johan. Elle m'a parlé d'un produit avec lequel ils avaient tenté de l'endormir. Et puis il m'a dit qu'ils lui ont donné des coups de marteau, que Kevin avait tenté de s'enfuir et qu'il l'avait fini. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit sur le motif et sur les raisons de ce meurtre? Le vol? Le vol des 400 €? Elle a dit que c'est elle qui a eu l'idée du meurtre, mais qu'elle savait aussi que Johan, il était intéressé à tuer quelqu'un. Il disait qu'il voulait voir comment ça faisait. Le dossier va partir aux assises comme ça, sans qu'on sache vraiment qui a fait quoi. Aux jurés de se débrouiller. Quatre ans après les faits, le procès s'ouvre le 26 mars 2016 devant la cour d'assises de l'Ariège, à Foix. Johan Gamiochipi comparaît libre. Le juge a estimé qu'il n'avait pas assez de charges contre lui pour le placer en détention provisoire. Il arrive dans la salle d'assises, il est métamorphosé. Il est en costard. Et il est au bras de sa petite amie, une belle blonde. Et vas-y que je te galoche devant tout le monde. C'est pas finaud de faire ça, quand on est accusé de meurtre. Sa famille est là, pour le soutenir. Enfin, il manque son père. Son père s'est suicidé quelque temps après sa garde à vue. Cindy, elle, est en prison depuis 4 ans. Et quand elle entre dans le box, il n'échange pas un regard. Et dès la première minute de la première audience, coup de théâtre. Dans le box, Cindy prend le micro. Je voudrais dire que... J'ai dit au juge que c'était moi qui avais tué Kevin. C'est pas vrai. C'est Johan qui a tout fait. Moi, j'ai rien fait. J'ai pas donné un seul coup.
C'est une énorme surprise. Parce que pendant toute l'instruction, Cindy a assumé le meurtre de Kevin. Johan, qui n'est pas dans le box, réplique immédiatement. N'importe quoi! Elle ment, j'ai rien fait, c'est elle qui a tout fait! Et on en revient à l'enjeu de ce procès. Qui croire? Les experts psychiatres vont nous aider et aider les jurés. Concernant Cindy Pereira, ils disent « C'est une fille fragile, hein. Et j'avoue que je m'explique assez mal comment elle a pu avoir un tel comportement meurtrier. » En revanche, concernant Johan Gamiochipi, c'est une personnalité totalement dénuée d'empathie, cruelle, qui jouit de sa cruauté envers autrui. C'est ce qu'on appelle un sociopathe, un pervers. Et il est relevé au passage que depuis des années, Johan, à travers les jeux en réseau, vit dans un monde virtuel. Et on apprend aussi qu'en matière de lecture, il ne lit plus que Machiavel. L'idée générale qui se dégage du procès, c'est que Johan, par l'ascendant qu'il avait sur Cindy, a entraîné Cindy dans cette histoire. Mais à la fin, les jurés ne ressentent pas le besoin de les départager. Ils les condamnent, tous les deux, à 25 ans de réclusion criminelle. Et Johan, qui était arrivé triomphant au palais de justice, le quitte en panier à salade. Ils font appel, bien sûr. Ils sont rejugés en novembre 2017 à Toulouse. Et là, le verdict consacre Johan en leader du meurtre de Kevin. Il prend 25 ans et Cindy un peu moins, 22 ans. Et nous, on ne saura jamais vraiment ce qui s'est passé. Kevin est mort parce que Cindy avait la haine? Ou parce que Johan s'est perdu dans un monde parallèle? Qui a fait quoi? Ça reste un mystère. Passionnante affaire criminelle que nous allons débriefer maintenant avec Philippe Renzi. Vous étiez avocat général au procès en appel à Toulouse. Vous êtes aujourd'hui, je le signale, avocat général à Nancy. On a donc ce deuxième verdict qui est intéressant parce qu'autant le premier finalement ne départageait pas l'un et l'autre, le deuxième verdict consacre le rôle de leader de Johan qui prend 25 ans alors que Cindy en prend 22. Vous aviez requis quoi, vous? Quelle était votre conviction quant à la responsabilité de l'un et de l'autre? Alors moi j'avais requis 25 ans pour les deux, exactement la même peine que celle que j'avais requise à Foix et qui a été prononcée donc en première instance. Mais les jurés ont estimé que l'emprise de Johan devait l'emporter et qu'effectivement c'était un peu lui le leader. Il faut dire également que l'attitude de Cindy était différente lors du second procès et qu'elle a beaucoup plus assumé effectivement que ce qu'elle avait pu dire à Foix lors du premier procès, avec des regrets manifestes sur ce qui s'était passé. Alors que lui, il bouge pas, quoi. Alors que lui ne bouge pas. Alors que lui ne bouge pas, est toujours figé dans sa position. Je n'ai rien fait, c'est entièrement Cindy qui est responsable de cela. Je lui ai même pas donné un coup de main à tuer Kevin. Quoi qu'il en soit, c'est un meurtre sans préméditation. Ça n'est pas un assassinat. C'est ce que dit par deux fois le jury d'assises. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ils n'ont pas considéré qu'il y avait une préméditation, bien qu'on a pu avoir dans le dossier des éléments un peu particuliers, notamment le transport de produits, de white spirit. Certains experts nous ont dit aussi, lors des deux procès, que le corps n'avait pas été brûlé comme cela et qu'il avait fallu un produit type soude caustique pour désintégrer les viscères et désintégrer effectivement le corps de Kevin. Donc on a eu quelques doutes à ce sujet. On pouvait presque partir en assassinat, mais on a considéré que c'est plutôt quelque chose qui avait dégénéré en cours de trajet. Alors quelle est votre conviction à vous au moment de votre plaidoirie à la fin, qui est
le cerveau de ce meurtre, qui est le vecteur déclenchant, qui est le suiveur. Comment ça se passe? Quel scénario est-ce que vous faites? Moi, je pense que Johan est celui effectivement qui est le leader et qui effectivement va jusqu'au bout des choses. Et c'est lui en tout cas qui pense comment faire, puisque moi j'ai la conviction que ce que dit Laura est la vérité. C'est-à-dire qu'effectivement en voiture, ils ont essayé d'endormir Kevin, pour le faire parler, pour essayer effectivement peut-être de mettre à jour cette histoire de vol, Oui. qui autant le viol, les jurés n'y ont pas cru, autant le vol des 420 € au préjudice des grands-parents de Cindy, je crois que ça, les jurés ils ont été assez sensibles à tout cela. Donc ils en parlent dans la voiture? Je pense qu'ils en parlent dans la voiture. Et que là, effectivement, puisqu'il y a ces produits de chloroforme, notamment pour essayer d'endormir Kevin. Mais Kevin ne se laisse pas endormir aussi facilement, puisque, comme ça a été indiqué, c'est quelqu'un qui a l'habitude, qui a un peu vécu dans la rue, qui sait un peu se battre. C'est pas quelqu'un d'une violence inouïe, mais et il se laisse pas faire. Et à ce moment-là, effectivement, il faut passer à la vitesse supérieure. Et je pense qu'à ce moment-là, quand ils sortent de la voiture et que Kevin, peut-être un peu assommé, mais ne se laisse pas faire, là, effectivement, il faut employer le couteau, utiliser une arme létale, et à ce moment-là, ils sont deux pour passer à l'acte. Et puis ensuite, il faut essayer de faire disparaître le corps. Je pense que c'est comme ça que les choses se sont passées, le déroulement, la chronologie des faits. Moi, je l'ai expliqué comme ça aux jurés. Je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le personnage de Johan, parce qu'il y a donc